Bonjour et bienvenue pour un nouveau Au-delà d'Irréel, aujourd'hui en direct de mon placard à balai, ou plus précisément d'un KGB, mais je ne veux absolument pas revenir sur la blague minable de la fin de l'épisode précédent. Alors, Au-delà d'Irréel, si vous ne vous rappelez pas, c'est une émission très bizarre. Le concept, c'est tout simplement de regarder un documentaire absolument minable, un documentaire souvent même de propagande, fait juste pour le fric et faire croire des conneries aux gens comme ça, quoi, hein, juste parce que ils ont des frayeurs, etc. Et puis ils veulent profiter de ce truc-là pour pouvoir vendre des cassettes, hein. C'est tout aussi bête que ça, hein. Et donc là cette fois-ci nous avons un documentaire mais alors très 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 beau quoi. C'est le documentaire sur un crash d'OVNI supposé dans la Tunguska. Alors il y avait 2 épisodes de X-Files qui se passaient dans cet endroit-là. Et donc il y a eu une chute de météorite et tout le monde a fabulé là-dessus que ça pourrait être une soucoupe volante. Alors dans ce documentaire ils ont retrouvé des bobines de films au marché noir, des bobines de top secrètes du KGB quoi. Vous vous rendez compte quoi, le truc incroyable, et se sont retrouvés dans le marché noir. Alors donc ces bobines extrêmement incroyables contiennent des dissections d'ovnis, enfin d'extraterrestres, et une soucoupe volante en pierre de taille, ainsi que pas mal de grand n'importe quoi. Alors régalons-nous et retrouvons-nous dans la salle de projection immédiatement. Alors, la qualité de ces images est absolument toute pourrie, et visiblement ça les arrange bien. Ah, les dossiers secrets du KGB. J'affirme sans l'ombre d'un doute que l'Union soviétique s'intéresse de près aux ovnis. Ça ne m'étonnerait pas que des soucoupes volantes se soient écrasées en Union soviétique. Oh, ça y va! Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de meilleure image d'un supposé crash d'OVNI. Oh là là! Ah, ce gars-là, on dirait qu'il va se casser la gueule de sa chaise tellement elle lui fait peur, je sais pas trop. Mais... Fait numéro 1. Les gouvernements occidentaux ont amassé des informations sur les ovnis pendant plus de 50 ans, dans le secret le plus total. Fait numéro 2. Leurs homologues ont fait la même chose derrière le rideau de fer. Wow! Fait numéro 3. Maintenant que la guerre froide est terminée, la vérité voit enfin le jour. Ta-ta-ta! Il est fascinant d'imaginer que nous ayons pu avoir des visiteurs d'un autre Et monde. voici Roger Moore. Mais Beaucoup de qu'est-ce gens qu'il pensent fout que là, c'est Roger arrivé, Moore? Et qu'il existe des preuves, mais que ces preuves ont été cachées au grand public pendant plus de 50 ans. Ah, j'ai honte pour l'ancien James Bond. À la fin de la guerre froide, des révélations fascinantes et même incroyables sont faites. Les gouvernements occidentaux ne sont apparemment pas les seuls à avoir amassé des informations sur les ovnis dans le plus grand secret. Bonjour, mon nom est Moore, Roger Moore. Partez avec nous pour cette Pas la peine de nous fabuleuse rappeler aventure que où tu il as est fait un question James de Bond. découvertes, Je vois de pas en complots quoi ça rend tes internationaux propos plus et cohérents et probablement de plus visiteurs interplanétaires. incroyables que ceux des autres. Partez avec nous à la découverte du secret du siècle. Le secret du siècle. Ils vont enfin nous révéler la recette secrète du Coca-Cola. Ah, il faut sauver le soldat Ryan. Ah non, visiblement c'est une imitation russe de ce film. Il faut sauver le soldat Khrouchtchev. Oh là là, il y a des effets spéciaux, hein, je vous l'avais dit. Hein, là, c'est du grand, là. C'est du grand spectacle. Attention, ils ouvrent la porte de... raconté par Roger Moore. Alors j'aime bien raconté par Roger Moore, hein, pendant qu'on y est écrit par Roger Moore. Même pour les habitués des grands espaces américains. On a vraiment l'impression qu'il a balé dans le cul avec la tête qui bouge, j'ai l'impression. Et c'est dans une région du centre, reculée et éloignée de toute civilisation, que quelque chose s'est produit, voilà une centaine d'années. Dans la région désertique du centre de la Sibérie, en 1908, quelque chose est tombé du ciel et a explosé au flanc d'une colline de la Tunguska.
Cet événement a suscité un mystère durable. Oh que les mon scientifiques dieu, n'ont un toujours pas oscillographe a élucidé. explosé dans la Tunguska. Il y a eu d'autres cas connus de phénomènes ovnis, mais c'est l'affaire Roswell qui a bouleversé les rapports ovnis-gouvernement. Le chercheur Paul Stonehill a fait des recherches intensives sur les apparitions d'ovnis dans Stonehill, l'ex-Union il soviétique. est malade et stone à la fois, c'est excellent. Ah, X-Files, ah non, UFO Files. Les recherches les plus sérieuses ont été faites sous Staline, dans les années 40, quand il a eu vent de l'affaire Roswell. C'est à ce moment-là que le KGB et les militaires ont commencé à s'intéresser séparément aux ovnis. Nous pensons que le KGB n'a jamais cessé de les étudier. Un groupe d'ufologues russes a réussi à obtenir Document ce film top de secret l'armée qui ne l'est soviétique. plus. Il a été rendu accessible par le ministère de la Défense soviétique juste avant l'arrivée au pouvoir de Boris Yeltsin. Voici une vue prise du cockpit d'un chasseur MiG-23 qui a décollé en urgence pour intercepter deux éléments inconnus. Voici maintenant les deux éléments qui semblent se confondre. Voici le même plan au ralenti. Ces caractéristiques de vol sont loin d'être typiques des caractéristiques de vol des appareils de l'OTAN ou de tout autre appareil ordinaire. Ah, mais c'est que vous ne connaissez pas bien les appareils de l'OTAN. Ça leur arrive pourtant souvent de se cracher les uns contre les autres. En participant à des conférences internationales et en échangeant des informations sur le net, Waouh, UFO les Online. chercheurs des Ça existe deux encore ce hémisphères truc? ont pu accroître leur compréhension globale des phénomènes inexpliqués. C'est l'écoulement de l'eau dans les chiottes, regardez. Alors ça fait Richard ça. Haynes est allé souvent en Russie et a travaillé avec de nombreux chercheurs du pays. Peu après la perestroïka, la chute du communisme, vers 1990, je me suis dit qu'il était temps d'ouvrir les portes à l'Est, avec tous ces gens du bloc Est qui sont assis sur leur pile d'informations dont nous ne savons rien. Ah, encore des scientifiques qui n'ont rien compris à leur boulot. Faut pas s'asseoir dessus, les gars, faut Et s'en nous sommes assis servir. sur nos propres piles de données dont ils ne savent rien. Non, t'assis pas sur les piles de données des autres. Oh, berk, c'est Alors, pas j'ai commencé hygiénique. à correspondre avec des amis, et nous avons constitué cette fédération USA-CIS pour l'étude Oh, des la phénomènes belle toupie. aériens, et nous jouons maintenant un grand rôle dans les échanges d'informations. Le film suivant a été pris du Foxbed du MiG-25. Ce que nous allons voir est un F-16 américain à environ 200 mètres. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'un nouvel objet apparaît derrière les nuages, un objet qui n'est pas identifié. Un objet qui est inidentifiable tellement il est petit. Et loin. Voici à nouveau l'avion américain à la même altitude que le MiG, et voici l'objet qui surgit derrière le F-16, qui descend et entre dans la couche de nuages. Comme pour tous les comptes rendus ou les preuves éventuelles d'observation d'OVNI, les chercheurs essaient d'identifier et de vérifier les faits relatés autant que possible. En général, plus le rapport est spectaculaire, plus importants sont les contrôles. Oh, le joli bruitage pas du tout minable ajouté à ces images. J'ai été officier des services secrets dans l'armée soviétique pendant plus de 30 ans. Oh, la super protection de Mon fils l'anonymat est où on voit pilote tout dans à travers. l'armée. Ah, je suis fan. Je puis affirmer qu'à de nombreuses reprises, des chasseurs de l'armée ont intercepté ce que nous pensions être des appareils de l'OTAN, avant de nous apercevoir qu'il ne s'agissait pas d'appareils connus et qu'ils n'appartenaient à aucun pays de la Terre. Bon, on n'entend pas grand chose, hein, mais j'ai l'impression que notre ami russe, il a vraiment pas du tout On d'accent. envoyait des avions dans leur espace aérien, ce n'est un secret pour personne. Et ils faisaient la même chose de leur côté. C'était une sorte de jeu, un test permanent pour voir jusqu'où irait l'autre. Sauf que quelquefois, il y en avait un qui se faisait descendre. Dans ce cas, ni les Soviétiques ni les Américains n'avaient la moindre idée de ce que pouvait être ce troisième objet. C'est impossible de l'identifier, même en l'agrandissant. Ça fait à peu près 5 ou 6 mètres de diamètre et ça ne vole pas du tout comme un avion normal. C'est un parachutiste. Ce Non, dernier je film a déconne. été pris cette fois-ci du cockpit d'un MiG-21. Le cockpit situé L'avion sous qui est l'aile. filmé a fait un décollage en urgence avec 3 autres appareils pour intercepter un appareil inconnu volant à très grande vitesse qu'on voit ici sous la forme d'un grand objet cylindrique.
Ah, une bûche en bois qui vole dans le ciel. Ah, ces extraterrestres, toujours à la pointe de la mode. Tant pis si c'est moins aérodynamique, on va faire des trucs de toutes les formes. Vous remarquerez que le cylindre semble se déplacer jusqu'à présent à la même vitesse que les MiG. Et puis il accélère, et d'après les pilotes... Bienvenue pour l'attaque des troncs d'arbres de l'espace. Ce film a été rendu accessible quand les militaires soviétiques n'ont pas réussi à identifier l'objet. Voici maintenant un autre film montrant des pilotes interceptant quelque chose. Un autre film? Non, non, c'est le même. Et études concernant les interceptions. Ce qui nous intéressait, c'était le potentiel de grande vitesse de ces objets. On estime la taille de celui-ci à 2 fois la taille d'un MiG-21. Dans l'état actuel de notre technologie ou de celle des Américains, il ne devrait pas pouvoir se déplacer aussi vite. Ce film est très intéressant parce que, à mon avis, les Russes n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait bien être. Leurs chasseurs sont au moins aussi bons que les nôtres et pourtant, ils se retrouvaient face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas intercepter. C'est l'attaque des cigares géants. Aucune connaissance ne peut atteindre une telle vitesse d'accélération. Je sais qu'il y a eu un incident au début des années 70, au cours duquel un MiG-21 a essayé de descendre un appareil non identifié, survolant la Russie occidentale, et qui ne répondait pas aux pilotes soviétiques. Les pilotes ont utilisé la procédure classique d'interception pour expulser les avions étrangers de l'espace aérien soviétique. Ah, ils ont utilisé la célèbre méthode brise-hortefeu. Les pilotes ont reçu l'ordre de verrouiller les missiles. C'est alors que les 2 jets ont été détruits par des armes inconnues des militaires soviétiques. Les 2 pilotes sont morts. L'armée de l'air a essayé de faire croire qu'il s'agissait d'une collision des 2 chasseurs. Mais je connaissais personnellement des enquêteurs à l'époque qui ont dit que ce n'était pas une collision. Ils ont été abattus. Ah, mais ça prouve tout! Les Américains ont capté une transmission radio. Les Russes avaient apparemment perdu des MiG-21 ou 23 qui essayaient d'intercepter un objet non identifié. Tout ce que je sais, c'est que ce n'était pas un des nôtres. Notre département a reçu plein d'histoires de ce genre. De militaires soviétiques et d'ovnis. L'une des histoires les plus captivantes a d'abord été rapportée par l'auteur russe Veniamin Vereshchagin dans un livre récent, Les ovnis en URSS. Ah, il a pas du tout l'air d'un allumé, notre professeur Tournesol ici. Et la récupération de cet engin par les autorités soviétiques vers la fin des années 60. On sent bien la vodka s'échapper par tous les pores de sa peau vu la rougeur de son visage. En automne 1968, il y a eu plusieurs témoignages d'observation d'ovnis dans la région du Crittéran. Ah là là, pour un documentaire scientifique, on invite des écrivains, ça fait vachement sérieux. De nombreux habitants des collines ont pu observer plusieurs boules de feu traversant le ciel. Ouais, arrête de prétendre que c'est un verre d'eau à côté de toi. Non, non, c'est tout ce que c'est, mon vieux, c'est grillé. Et il y a eu ensuite le bruit d'une explosion. Les jours qui ont suivi, le journal de Sverdlovsk a publié un article expliquant que l'explosion, due à la négligence de quelques ouvriers, s'était produite dans la zone d'une unité d'ensilage. Mais l'article mentionnait aussi le fait que les habitants de la région avaient d'abord aperçu des lumières identiques ce jour-là. Voici une copie du journal de Sverdlovsk, daté du 29 novembre 1968. En première page, un article titre « Bepeskovske rêve de ce qu'était l'avenir ». Oh bon Dieu, ce type-là devait avoir fumé un truc bien fort quand il a écrit ça. La traduction de rêve de ce qu'était l'avenir. 5 boules de lumière sont apparues à l'horizon et ont commencé à se déplacer en direction de la ville. C'est de Dragon Ball. 4 des objets se déplaçaient dans des directions opposées, tandis que le 5e perdait rapidement de l'altitude et disparaissait bientôt derrière la forêt. Quelques secondes après sa disparition, retentissait une explosion assourdissante.
Et typique de la manière soviétique, le journal cite la version officielle. L'explosion a eu lieu dans l'unité d'ensilage numéro 27. L'explosion était due à la maladresse de l'un des employés qui avait mal appliqué un code de sécurité et qui a été poursuivi pour négligence. Il a été condamné à rembourser les pertes matérielles subies par l'État. Oh, le vilain monsieur. Et là, ils ont trouvé un gisement de très grosses boîtes de cirage. Confirmer l'histoire rend le récit de Vereshchagin extrêmement convaincant. Bien que des rumeurs ayant trait à ce genre de film circulaient depuis déjà un moment, ce n'est que lorsque Vereshchagin nous a mis en relation avec le marché noir pour y réunir ces documents... Le marché noir, l'endroit le plus sûr pour trouver un authentique, hein, c'est bien connu. Si ce film correspond bien à l'histoire de Vereshchagin, ce que nous avons sous les yeux est l'endroit de la scène du crash à Berageltsin, vu du haut d'un camion militaire. Voici le point central de la scène. Qui n'est pas du tout au centre. Un disque enchâssé dans le sol. Et puis pour confirmer son récit, hein, c'est l'écrivain lui-même qui dit où se procurer les bobines. Non, ça fait pas du tout louche. Un vient à leur rencontre, un commandant cette fois, puis ils rejoignent les soldats et les officiers déjà sur place. Ce film fait partie des 4 bobines que nous avons obtenues au cours de nos recherches. Avec des bobines, il nous embobine. Ah, attendez, j'ai mieux. Je m'en lèche les bobines. Non, désolé, elle est vraiment pourrie celle-là. Ce prend le nom de Comité pour la sécurité de l'État ou KGB. Le moment où la guerre froide culmine, Ein Feind against the Gustestern, qui affirme son image de service secret à l'échelle internationale. L'espionnage international atteint des sommets. Oh merde alors, ils ont inventé l'appareil photo. Les services secrets occidentaux les plus importants. Au sommet de sa gloire, et avec plus de 300 000 agents, le KGB est la plus grande police secrète et le plus important service d'espionnage qui ait jamais existé. Il est composé de 17 unités séparées chargées du contre-espionnage, de l'espionnage à l'étranger... Oh mon dieu, un énorme rectangle qui chie des blocs. Je l'avais jamais vu celle-là dans PowerPoint encore. Ça c'est du documentaire avec du budget. Est l'unité responsable de l'acquisition des informations et du matériel technologique top secret, y compris d'origine non terrestre. Oh, voici un cornichon conservé dans le vinaigre. Ce genre d'activité intéressait très certainement les autorités militaires soviétiques. Certains officiers haut placés des forces armées russes ont-ils vraiment cru que les ovnis pouvaient s'avérer un atout militaire? Bien qu'on ait beaucoup spéculé sur la nature exacte de l'affaire Roswell et des êtres dont il était question, les preuves de telles rencontres restent pour le moins très floues. Moi ce que j'aime bien avec ce genre de documentaire, c'est qu'ils intercalent entre les images vraies, les images bizarres qui ont l'air pipotées mais qu'on sait pas trop, des images qui sont complètement bidons au cas où qu'il y ait des gens qui tombent dedans, tu sais. Par des mannequins utilisés dans des tests de crash. Nous étions donc à la fois excités et prudents en examinant ce film récemment récupéré en Russie. Ouais, voici la bobine du marché noir. Des images de ce qui semble être l'examen scientifique ou médical de parties du corps. Ah, je suis très fan de la salle d'autopsie qui ressemble à une classe de SVT avec des schémas sur les murs, etc. Ufologues ou des chercheurs en biologie. Ils parlent russe. On les voit inspecter un spécimen. La personne dirigeant la procédure commente ses gestes et les mesures qui sont faites. Après quelques minutes, la caméra change d'angle. Tout le monde qui regardait à la caméra, alors je vois pas pourquoi. Maintenant examiné de manière plus approfondie. Les instruments taillent ce que le leader appelle constamment les tissus. Ah, ça fait pas du tout faux, hein, mais alors pas du tout.
Bon, allez, stop, on doit faire une pause là, ça devient vraiment n'importe quoi. Oh non mais regardez ce truc quoi. Non mais surtout la découpe, non mais regardez cette découpe qui sent le plastique souple à plein nez. Ça ferait pâlir les vendeurs de lino quoi. Ah non mais je suis pas médecin, alors du coup j'ai fait appel à un ami qui est en fac de médecine pour voir ce qu'il en pensait. Et sans surprise, lui aussi est atterré par le truc. Par où commencer? Eh ben on va commencer par le corps, puisqu'il s'agit du centre de la vidéo. Eh bien déjà le corps, je trouve que ce corps a une peau très plastique et très fine, un peu comme du latex, mais après tout, si ça se trouve, les extraterrestres ont une peau faite d'une matière qui ressemble à du latex. Je ne suis pas spécialiste. Ce corps ressemble aussi à un corps humain un peu brûlé. Un cadavre brûlé ou un moulage de corps brûlé. Mais après, cela voudrait dire que ce corps serait faux, ce qui serait stupide. Après tout, les aliens existent, c'est bien connu. Et les aliens ont surtout le don de déjouer les lois de la physique, puisque même complètement brûlés, ils arrivent à garder des organes complètement imbibés et suintants à l'intérieur d'eux. Parlons maintenant de la caméra. Eh bien, la caméra, c'est là aussi très intéressant, puisque nous pouvons voir au début de la vidéo, au début de l'autopsie, que la caméra tremblote. Alors soit il y a un éléphant qui court derrière et qui fait bouger le trépied, soit nous avons un caméraman qui est là dans la salle d'autopsie. Alors, un caméraman qui est là, qui est bien sûr dans une tenue complètement stérile, comme il se doit. Mais la question c'est s'il y a un caméraman, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas montré le fluide blanc qui coule? C'est comme si je vous disais, oh regardez là-bas, il y a une vache qui vole, mais je ne tournerai pas la caméra pour vous la montrer. C'est pour ça que d'habitude dans une autopsie on ne filme que le corps, puisque après tout ce n'est que le corps qui nous intéresse. Donc on fait une vue du dessus sur le corps, comme ça on peut tout voir, on voit tout en même temps. On voit les mains pour savoir ce que le médecin fait, mais on ne filme pas un plan d'ensemble. On voit que la salle, les trois médecins et un petit truc noir avec des coupes. On ne fait pas de coupes. Ensuite, même si on voulait faire des coupes, qu'on voulait faire des angles, avant de tourner, on ne dit pas action, surtout quand on est russe. N'est-ce pas? Donc je ne sais pas exactement, peut-être qu'ils avaient voulu tenter une nouvelle mode d'autopsie, peut-être que c'était les autopsies des années 80, je ne sais pas, peut-être c'était la mode russe, mais franchement après tout, peut-être que cela est tout à fait normal, tout comme les mesures d'hygiène. Puisque nous avons parlé de la caméra qui bien sûr était stérile, puisque quand on change d'angle, qu'on bouge la caméra, bien sûr, le caméraman s'est amusé à aller se laver les mains, à aller nettoyer la caméra, à aller replacer la caméra, à se renettoyer les mains, et si ce n'est pas un caméraman et que c'était un médecin, à se renettoyer les mains encore une fois avant de retoucher au corps. De plus, les posters qui sont dans la salle sont parfaitement stériles, évidemment. C'est parfaitement connu qu'on arrive à stériliser des posters. C'est parfaitement connu que dans toutes les salles stériles, nous avons des posters partout. Et puis des posters de l'anatomie qu'on apprend au collège. Évidemment, sinon c'est rigolade entre médecins. Et puis quand même le must, quand on a un corps inconnu, qu'on sait pas ce qu'il y a dedans, que si ça se trouve il y a de l'acide à l'intérieur qui peut tout bouffer, si ça se trouve il y a un truc qui va exploser à l'intérieur. Mais non, on va le poser, on va prendre une table, on va mettre une nappe dessus, on va foutre le corps, on va pas s'isoler, on va pas mettre de masque. Pourquoi pas, technologie russe encore une fois. Et puis pareil, quand ça ne coupe pas les ciseaux, eh bien on change d'outil, ça c'est bien. Et les ciseaux après, alors les plus techniques d'entre vous diront qu'on les pose sur un champ stérile afin d'éviter toute forme d'infection. Mais non, pourquoi après tout, pourquoi ne pas poser ces ciseaux souillés, puisqu'ils ne sont plus stériles, sur la nappe et les reprendre après, je suppose, vu qu'on n'est plus à ça près. Et donc ce qui nous amène à la question finale, sont-ce de réels médecins? Ce à quoi je réponds, je doute. Je doute puisque déjà la salle en elle-même, nous l'avons vu, n'est pas très stérile, n'est pas très fiable et en plus il n'y a pas de balance. Or le principe de base d'une autopsie, on prend les organes, on les pèse, on les mesure. Comment tu veux peser s'il n'y a pas de balance? Après si ça se trouve ça n'a pas été filmé. Mais voilà, je n'ai pas vu de balance. Ensuite, quand le médecin sort l'organe à la fin et qu'il dit je n'ai jamais vu ça, il va falloir rebosser ton anatomie mon vieux, parce que à vue de nez, je suis pas complètement sûr, mais je suis sûr à 90% que ce que tu tiens dans les mains s'appelle un pancréas. Et puis c'était pas, si c'était la seule phrase complètement conne qui avait été dite encore, mais non, parce que par exemple on a cette magnifique phrase, une membrane qui ressemble à un tissu interne.
C'est... Oh, j'ai trouvé une pomme qui ressemblait à un fruit. C'est beau. Un organe non identifiable qui ne ressemble pas à une cage thoracique. Puisque c'est bien connu, les cages thoraciques sont des organes. Alors je ne sais pas si c'est un problème de ce médecin ou si c'est un problème de traduction. Mais en tout cas, tout cela m'a l'air bien suspect. En effet, tu n'as pas tort du tout, mon bon ami en blouse blanche. Il décrit aussi les parties prélevées comme ressemblant à différents organes. L'angle de la caméra change à nouveau. Et on voit alors les scientifiques posés face à la caméra, chacun exhibant des échantillons. Ça c'est ses couilles, ça c'est sa bite. Si ce film est authentique, il expose l'une des plus grandes découvertes scientifiques de tous les temps. Ah, attendez, je vais souffler dedans pour faire de la flûte, mais on coupe. On se demande où ce film a été tourné et ce qu'il est advenu de ce spécimen. Si c'est réellement le film d'un examen scientifique authentique, que sont devenus les résultats? Qu'est-ce que les soviétiques ont appris et qu'ont-ils fait de ce savoir? Les agents du KGB avaient-ils de bonnes raisons de garder le secret pendant tant d'années? Oh, mais quelle qui sortent là, une vieille cravate sortant de la machine à laver. Oh, et que faut pas oublier de mettre les sorages, hein. Oh. En Russie. On en a expliqué certaines. Non, ça c'est pas un ovni, c'est le Concorde. Les événements les plus connus sont les incidents de Delnagorsk et de la Tunguska. Nombre d'ufologues estiment que Delnagorsk est le cas le plus intéressant en Russie en termes de matériaux provenant d'un crash. Il va falloir qu'on m'explique ce qu'un oscilloscope a à faire là-dedans. C'est le crash sur lequel on a le plus d'informations puisqu'on a des fragments. Ils ont été analysés. Ah, ce gars-là, à force de regarder le ciel, il s'est chopé un putain de torticolis. Quelque chose qui s'est écrasé sur une colline de Delnagorsk en janvier 1986. Les témoins ont décrit une sphère de lumière traversant comme une flèche la région au nord de... Et c'est Superman! Les enquêteurs ont récupéré plus tard des matériaux dont des boules de plomb et de fer. Ah, ils ont trouvé des billes. Et un filet de mailles serré, tous objets testés et réputés hautement magnétiques. Le dirigeant de l'équipe de recherche a conclu que l'objet de Delnagorsk était très probablement une sonde spatiale artificielle d'origine extraterrestre. Et on vous illustre ça avec des images de deux galaxies qui fusionnent. Va savoir pourquoi. L'incident russe le plus connu, le Roswell russe. Le Roswell russe. Avec un nom pareil, au moins ils se sentent intelligents. Les habitants de Tunguska, dans le centre de la Sibérie, observaient un objet rond et brillant traverser le ciel en laissant derrière lui une traînée de feu. L'objet s'écrasait. C'est au moins du niveau PlayStation 1 la qualité du rendu 3D. Hein. Ça ressemble à Magic Carpet. L'incendie qui en résultait durait des semaines et détruisait 10 000 km autour du point de chute. Bien que l'événement ait précédé les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki de quelques 40 ans, les conséquences de Tunguska ont été terriblement comparables à celles des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Il en est résulté la destruction d'une zone plus étendue que les villes de Los Angeles ou de Moscou. Les recherches conduites 20 ans plus tard n'ont pas permis de retrouver la trace d'un impact surdimensionné. Et les explications divergent, parmi lesquelles la chute Oh, il a d'un dit météorite, verge! la foudre ou un tremblement de terre. D'aucuns disent qu'aucune de ces réponses n'est la bonne. Ouais, et c'est en montrant des superbes images de je ne sais pas quoi qu'on ne vous dira même pas ce que c'est qu'on vous explique ça. Plusieurs pays à travers le monde avaient emmagasiné des informations sur les ovnis. C'est aussi l'avis du chercheur en physique nucléaire Stanton Friedman. Passe de drapeau! Bien sûr que les militaires et les services secrets amassent des données, que ce soit au Brésil, en Australie ou en Angleterre. Et le KGB l'a fait aussi. J'ai parlé à des gens qui sont allés en Union soviétique et qui ont eu accès à certaines informations. Là-bas, j'ai rencontré un cosmonaute soviétique et d'autres chercheurs. Oh, quelle belle découverte! En Russie, il a trouvé des cosmonautes russes! Qui constituaient l'Union soviétique
couvre un large territoire. Elle aussi surveillait le ciel dans la crainte d'un bombardement américain. Et c'est quand on surveille le ciel qu'on voit des ovnis. C'est évident. Oh, c'est quand on regarde le ciel qu'on voit le ciel. Merci Pendant la le règne palisse. communiste, l'intérêt des soviétiques pour les activités extraterrestres n'était pas admis officiellement. Cela n'a été confirmé que récemment. Alexander Petukov, l'ancien secrétaire à la commission des phénomènes paranormaux, confirme l'existence. Oh non, d'un monsieur organisme Poulpe, enlève tout de suite ce officiel déguisement contrôlé ridicule, par je t'ai l'État. reconnu, oh. В рамках этой комиссии, когда в силу своей деятельности она Oh mais начала quel déguisement ridicule. информацию. Sous l'ère soviétique, nous avons commencé à rassembler des informations issues de la population et nous avons reçu plus de 15 000 comptes rendus. La commission était un organisme public officiel avec une adresse officielle. Et une coupe de cheveux officielle. Ah, ce gars-là, il a vraiment le L'esprit niveau en pour Russie tester est des maintenant boissons très sur le net. différent Hein. de ce qu'il était sous le communisme. Sous le communisme, on Attention, leur tu vas disait que tomber les de ta ovnis chaise. n'existaient pas. Oh. Mais justement parce qu'on leur disait qu'ils n'existaient pas, ils croyaient aux ovnis. Parce que le gouvernement disait aussi qu'il n'y avait pas de crime en Russie, qu'il n'y avait pas d'accident. Il n'y a pas de richesse en Russie. Ah, bah merde alors, c'est qu'il doit y en avoir. C'est dans une petite maison, d'une rue tranquille, non loin de l'Académie des sciences, que les espions anglais et américains rencontrèrent leurs informateurs pendant toute la période des années 60 et eurent vent d'un des complots les plus étranges de l'histoire des services secrets. Le complot des cigares volants. Durant ma période d'engagement, pendant au moins 6 ans, les services de contre-espionnage soviétiques ont joué au chat et à la souris avec les agents occidentaux à Moscou qui s'intéressaient à nos programmes de technologie de pointe. On développait de nouvelles armes et de nouveaux moyens de propulsion. Et la CIA cherchait par tous les moyens à obtenir des informations des gens impliqués sur le projet. Je suis resté à Moscou pendant 1 an et demi. J'avais L'agent 2 autres agents H. et un Vélotonine. type de service secret. On devait mettre au courant 2 informateurs russes qui travaillaient pour le ministère de la Défense. On leur donnait des devises contre des informations sur les nouvelles technologies militaires. Alors, ma Une partie de devise, cette c'est technologie un pour tous, concernait tous les pour ovnis. un. Il arrivait souvent qu'on fournisse de fausses informations par le biais des agents doubles, américains ou anglais. Eh bah, ils se cachaient bien leurs agents doubles. Hein. On a su que les soviétiques étaient sur quelque chose quand on a commencé à recevoir des renseignements qui faisaient diversion. C'était la preuve qu'ils cachaient quelque chose. C'était le signe qu'ils avaient découvert quelque chose près de Sverdlovsk et qu'ils gardaient étroitement le secret. Oh, ils n'ont aucune information, c'est donc Le une chercheur preuve qu'il se scientifique passe Richard quelque chose. Haynes estime que les soviétiques ont de bonnes raisons de s'intéresser aux ovnis. D'après ce que je sais, les militaires soviétiques se sont intéressés aux Ah, il est phénomènes scientifique, ovnis hein, depuis mais de nombreuses bon, années. précisera pas sa Pour spécialité, la c'est bonne trop raison compliqué que à leurs inventer. contrôleurs aériens, leurs radars et leurs pilotes militaires avaient signalé des choses, tout comme les nôtres d'ailleurs, et qu'ils ne trouvaient aucune explication. just as ours had, and they had no explanation for them. And so the first possible explanation La première explication qui vient alors à l'esprit, c'est qu'il s'agit de tests faits par une nation étrangère qui espionne quelque chose de nature militaire. Et si vous êtes vous-même dans le domaine militaire, alors vous prenez ça très au sérieux et vous faites des recherches. then you take that very seriously and you explore it. Dans ce film, l'objet que l'on voit dépasser du sol semble beaucoup intéresser le personnel militaire russe. Je sais pas ce qu'a rendu à la neige cet aspect bleu, hein. Les Peut-être soldats, que quelqu'un a les voulu leur officiers faire et une les blague en agents mettant du civils canard se sont WC dans le déployés canon à autour du neige, je sais site. pas. Et on dirait qu'ils surveillent et qu'ils examinent l'objet tout à la fois. C'est ce que nous avons trouvé dans l'une des 4 bobines dénichées en Russie. En regardant le film, nous avons pu déterminer qu'il avait probablement été filmé avec 2 caméras. Une caméra à l'épaule qui commence à tourner sur le camion qui se rapproche, et une deuxième caméra sur pied que l'on voit ici. Ah, il voit les 2 caméras et il a été On voit le probablement caméraman tourné suivre avec le 2 mouvement des caméras. soldats Hein. qui passent près de lui. Ils en sont pas sûrs, hein. Ils savent pas, peut-être que c'est la même Voilà caméra maintenant le même. deuxième angle. Le point de vue de la caméra. Ils ont sur juste pied. mis un gros miroir. Et on voit ici la caméra à l'épaule au moment où le camion s'arrête. Eh bah alors, pourquoi t'en es pas sûr qu'il y a 2 Les caméras? Il y en a changent de minimum point de 2. vue plusieurs fois pendant le tournage. Peut-être sous l'impulsion d'un supérieur pour obtenir de meilleures prises. De cet angle-là, on voit arriver d'autres troupes. L'écrivain Veniamin Vereshchagin a décrit cet événement.
Ah, revoilà l'alcoolique fumeur de shit. Au printemps 1969, le fermier d'un kolkhoz a trouvé... Ah, c'est pas d'étranges bien de vestiges fumer à dans la côté d'un forêt verre proche d'alcool à de Rostock. 90. Hein. Attention, tu vas foutre le feu partout. Hein. Et l'a signalé aux autorités de la sécurité locale qui, à leur tour, ont demandé à la division militaire la plus proche de les aider dans leur enquête. En mars 1969, 2 officiers du KGB ont inspecté la zone de la découverte et l'ont bouclée. События приняли более такой масштабный характер. По просьбе КГБ были À la demande du KGB, une unité de l'armée soviétique a été envoyée sur place. и в результате уже очень тщательных обследований были найдены Après une inspection minutieuse de l'endroit, ils ont trouvé les débris d'un objet en forme de disque, partiellement enfoncé dans le sol. поначалу Partiellement enfoncé, hein, n'oubliez pas ça. at first Le KGB a d'abord cru qu'il s'agissait des débris d'un avion espion américain ou d'un vaisseau soviétique. L'intérêt des Russes pour cet objet ne surprend guère George Filer, un officier des services secrets de l'armée de l'air à la retraite, qui était en garnison à Langley. Les Russes étaient Oh, prêts à payer Jean-Pierre pour obtenir des Raffarin. informations sur les ovnis. Win the yes, need the no to win, again Les the ovnis no. les intéressaient plus que nos derniers avions. Voici un homme, probablement un agent haut placé du KGB, ordonnant au Oh, caméraman y a de la de merde filmer le partout, disque. regardez, oh. 360 mètres de pellicule ont été utilisés sur ce seul site. Il est possible que le film ait été plus long, mais c'est tout ce que nous avons pu nous procurer. Ni l'intérieur du disque, ni son enlèvement ne sont filmés. Ah bah merde alors, ils filment tout sans filmer tout le reste, et beau boulot d'archives les gars, hein. Bravo. Ou à l'intérieur du disque. Mais ce film, s'il a vraiment été tourné, n'était pas dans les boîtes que nous avons récupérées. S'il a vraiment Se été trouve tourné. peut-être encore dans Je le regarde studio. avec une caméra sans bobine. On peut se demander comment l'objet est arrivé ici. Nous avons reproduit sur ordinateur une version virtuelle supposée du crash, d'après les informations contenues dans le livre de Vereshchagin et dans ce film. Oh, boing. Pff. Et il se retrouve Et arrêté maintenant, par on peut deux se poser misérables une question. arbres. D'où venait cet objet? Non, Comment la s'est-il vraie écrasé question c'est ici? pas ça. La vraie Et question surtout, c'est comment qu'en est-il un advenu truc ensuite? a pu arriver dans ce sens-là et se retrouver à moitié enterré dans le sol après un rebond. Nous avons Et- demandé à et- il l'ufologue est penché Stanton dans le Friedman sens de visionner inverse. ce film et de nous donner son opinion. Franchement, quel était l'intérêt de faire une reconstitution aussi pourrie si c'était pour au contraire faire un truc qui est juste improbable? D'ailleurs, imaginez si la soucoupe venait dans ce sens-là, ça serait pas possible non plus. Bon, ça expliquerait pourquoi c'est enterré, mais ça expliquerait pas pourquoi il y a deux arbres encore debout de l'autre côté. Ce qui pose problème, c'est que la présence de troupes militaires et celle de Ah, caméramans bravo la ne veut pas dire reconstitution, forcément que c'est une maintenant soucoupe on a volante. l'évidence même que c'est que Faut du être pipeau. prudent avant de tirer des conclusions. Je pense Ah que oui, ça faut vaut être le coup prudent, d'enquêter oui. sérieusement sur ce film, mais ça coûte très cher. Il y a des spécialistes pour ça, pour voir si les uniformes correspondent bien à l'époque du tournage, si le film a vraiment été tourné en Union soviétique. correct at the time frame. Is the film actually made in the Soviet Union? Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, la qualité du film est quand Nous même avons assez demandé à exceptionnelle pour un l'expert truc de Sergei Goncharov 69. de Hein. vérifier l'authenticité du film. Il y a des films qui ont été tournés en 69 avec des grosses caméras et non pas ces petites merdes. Je vois pas pourquoi ils se faisaient chier à Voici utiliser le des nom de grosses l'usine caméras, qui fabrique vu que la ces petites pellicule merdes de visiblement cinéma à filment encore Vermont. mieux qu'à l'époque, mais bon. Voici la Et en référence de couleur, la qui pellicule, plus est. type A2. J'ai l'impression que la bobine de cirage a diminué de taille. Après l'examen des boîtes, Sergei a estimé qu'elles étaient authentiques et correspondaient à la période. Ah, et à mais la oui, oui, région oui, où ce sont elles des étaient boîtes, censées hein, je venir. l'affirme. Maintenant que nous avons vu les boîtes, il faut voir s'il n'y a pas d'indication sur la pellicule elle-même. Bon, au tout début du film, il y a le mot russe Madjawa. Non, 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 il y a marqué Ayano, c'est un film japonais.
Après, il y a ces deux informations. Le mois de mars, 1969, la Année lettre G érotique. pour l'année. Mois de mars 1969, d'accord. Ensuite, nous avons encore deux informations. Plunka, numéro 267, ce qui veut dire en russe émulsion ou pellicule. Ça pourrait désigner la bobine ou la pellicule ou le lot. Ah bah dis donc, c'est vachement précis, hein, les technologies russes. Ensuite, c'est marqué top secret. Le logo des archives du KGB et les mots archives du KGB. Puis Sergei Goncharov a comparé les informations de la pellicule avec celles des boîtes. Comme vous pouvez le voir, sur le bord du négatif, tout ce qu'il y a écrit ici veut dire bobine de sécurité. Et ce que nous avons là qui veut dire type A2. Ce sont les mêmes informations que sur la boîte. Ah oui, donc en gros, il y a marqué type Nous avons A2, ensuite notre la film boîte c'est une chercheur boîte de Paul type Stampy. A2, il n'y a même pas de numéro de série à comparer pour savoir si c'est vraiment Les la couleurs bonne du boîte qui film. va avec la bonne pellicule. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on nature cherche de à savoir ça, l'uniforme. vu que ça ne change absolument C'est assez rien compliqué quand on à veut ce qui est en réaliser train un film de se qui ait l'air de produire. sortir des années 60. Ah oui, c'est assez compliqué, ouais. Ils ont pris des caméscopes JVC des années 80 et ils ont foutu des oreilles dessus. Et celui-là, on a pratiquement toutes les caractéristiques. Mais pas toutes. Ce n'est pas un film des années 80, ni 90. L'officier du KGB qui examine les choses a l'air authentique. Je suis convaincu que ce film n'a pas été tourné pour tromper les gens. Eh bah dis donc. Et c'est un écrivain qu'on paye pour faire ce truc-là. Je savais pas qu'un écrivain c'était un scientifique spécialiste de l'image, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, Visuellement, l'ufologue il est journaliste. très convaincant. Il est de très bonne qualité, ça saute aux yeux. Ça saute tellement aux yeux que je recule ma tête. La pellicule est en excellent état. Ah oui, elle est plus qu'en excellent état, elle est dans un... Oh tiens, pourquoi il y a faudra Kadhafi engager derrière? les acteurs, etc. Mais c'est assez bien fait. Bien sûr, ça pourrait être de la désinformation. Le KGB pratiquait ce genre de choses, tout le monde le sait. Pour quelle raison, ça je n'en sais rien. Mais ils auraient pu faire un film d'entraînement ou un truc de ce genre. En tout cas, si c'était contre les Américains, on n'en a jamais entendu parler. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Antonio Leus a été intrigué et frappé par le film, tout en pensant qu'il nécessitait une enquête plus approfondie. Eh bien, si ce film est authentique, et je n'ai pas les éléments pour en juger, c'est de loin le meilleur film que j'ai vu sur un crash d'OVNI supposé ou un extraterrestre mort. Voici l'avis du docteur Annette Ryan de l'Institut de pathologie de l'armée. sur Alors, le ce que film vous avez de vu juste avant, c'est quand même excellent en matière de remblai dans un documentaire où on n'a absolument rien à montrer, hein, quand même. Ils ont utilisé la même chose, je sais pas combien de fois pour ensuite... Vous voyez, par exemple, là, ils réutilisent encore ces images. Ou même des tabliers de boucher. Ah oui, des tabliers de À boucher moins pendant qu'ils qu'on ne y est, sachent pourquoi qu'ils sont pas, hein. filmés et qu'ils aient voulu se faire beau. Oh, je suis en train de découper un gars brûlé, et j'ai envie de me Il a faire l'air beau. très jeune, mais c'est vrai qu'il s'agit d'une autopsie et que les médecins plus âgés ne font pas ce genre de choses. Ouais, on n'a jamais vu des autopsies faites par des gens qui avaient, je sais pas, presque la retraite. Ils portent des gants en caoutchouc, mais aucune autre protection. Ils n'ont pas de lunettes protectrices, pas de masque et encore moins de combinaison. Ah, c'est clair qu'avec un bout de plastique, ils savent déjà qu'ils ne risquent pas grand-chose. C'est typique de la médecine soviétique. Quand on pense à Tchernobyl, souvenez-vous qu'il y avait des insuffisances terribles au niveau de la protection. Ça n'arriverait Oh jamais oui, aux une États-Unis. autopsie, un accident Ce serait nucléaire. impossible. C'est pas du tout la même chose en matière de protection, hein. Le docteur Ryan commente maintenant quelques-unes des procédures médicales. Alors ici, ils utilisent des ciseaux de dissection pour ouvrir le sternum. Jusque-là, tout est normal. Pouic, pouic, Ils utilisent pouic. l'instrument adéquat. La façon dont ils se servent des instruments est correcte. Ce qui me fait dire qu'ils savent ce qu'ils font. Oh, ils savent utiliser des ciseaux, oh nom de Dieu. Ils appartiennent très vraisemblablement Tiens, je me suis au corps gouré de trucs. médical Tiens, russe. je te rends ce truc-là. Oui, oui, en effet, ils savent ce qu'ils font, Maintenant, hein. si on observe cette procédure qui se répète plusieurs fois tout au long de ce film, ils enlèvent des parties du corps.
Un des docteurs le décrit comme un organe ou quelque chose qui ressemble à un organe. Oh, ils viennent de Ensuite, récupérer un un autre rat crevé à un l'intérieur de lui. échantillon Oh, mais il placé dans est un vraiment bocal pour pourri être ce gars. analysé plus tard. Regardez, Mais on dirait c'est des pattes, on exactement dirait ce qui se pratique une pour une queue. autopsie ou pour des recherches scientifiques. Par exemple, quand on découvre une nouvelle espèce, on prend des échantillons pour les examiner au microscope ou faire des analyses chimiques. Le médecin qui dirige les opérations parle d'une structure qui ressemblerait à des côtes. Et on voit ici quelque chose qui effectivement s'apparente à une cage thoracique, comme s'il s'agissait du torse d'un anthropoïde ou d'un organisme proche d'un organisme humain. Le docteur Ryan n'a pas pu identifier le sujet de l'autopsie, mais elle estime que les techniques utilisées sont conformes à celles pratiquées en Union soviétique à la fin des années 60. Nous avons peu d'informations sur le spécimen étudié ici, en dehors des descriptions des médecins et du nom de code du KGB, Sverdlovsk Midget, le nain de Sverdlovsk. Oui, en gros, les Russes lui ont donné un nom anglais. On se C'est demande d'une quelle logique serait l'apparence de cet implacable. être s'il avait été retrouvé entier. Des techniciens ont reconstitué sur ordinateur une image en 3 dimensions à partir des images. Non, de mais films non, vous allez pas et me de dire données qu'avec scannés. juste un bras et un bout de torse, ils vont recomposer Avec le un peu reste du corps. d'imagination et quelques notions de médecine légale, nous avons recréé l'être d'une autre planète qui s'est peut-être retrouvée. Oh là là, mais ne vous fichez pas de notre gueule quand même. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et l'autre il nous parle d'un ordinateur, machin chose. Et là, voilà ce qu'il nous fait. L'ordinateur n'a pas d'imagination. L'ordinateur est un outil. Là, c'est un gars qui a imaginé tout ça. Hein. Lieu d'opération ultra secrète depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce film étonnant montre des membres des forces armées soviétiques et probablement 2 agents du KGB inspectant et prenant possession d'une soucoupe volante écrasée au sol. L'écrivain russe Veniamin Vereshchagin a une petite idée de l'issue finale de l'opération. D'après ce que je sais, ce qui restait du vaisseau a été emporté à Madichi. Là, on a désossé le vaisseau, on l'a analysé et effectué un rétro-engineering. Il paraît qu'il y a d'autres morceaux qui sont partis à Moscou. Oh, Je ne nos sais pas ce qui s'est superbes passé avions qui ensuite. utilisent des technologies extraterrestres. Son histoire On les a bien vus venir. Personne qui dit avoir participé à l'opération en 1969. Nous avons retrouvé Pavel Klimchenkov, un ancien membre du KGB, qui vit en solitaire dans la région de Bryansk, dans le centre de la Russie. Il se souvient de la mystérieuse épave retrouvée à Baleysinsky. Eh, un peu de respect, hein, c'est ma grand-mère, la vieille épave. D'abord, tout le monde a cru qu'il s'agissait d'un nouvel engin fabriqué par les Américains ou les Anglais. Ouais, c'est flatteur pour ma grand-mère. Mais après avoir pris certaines mesures et analysé les matériaux, on a compris qu'aucune usine domestique ou étrangère de notre connaissance n'avait pu fabriquer cet appareil. Du moins, pas sur cette planète. Ah, ça par contre, c'est pas super flatteur. Quelqu'un est alors venu chercher les débris pour les transporter à une base près de Moscou. On nous a demandé, à moi et à d'autres officiers, de veiller à la sécurité du transport. Dans l'espoir d'authentifier les preuves, nous avons demandé à plusieurs experts de regarder le film et d'examiner la pellicule. Oh, des experts en rien du tout, Nous c'est trop avons fort. aussi soigneusement étudié les documents en notre possession, documents qui ajoutaient à la crédibilité de ce qu'on nous avait déjà dit. Le document Oh mon Dieu, quelqu'un a écrit ce qui se passe dans une vidéo sur un bout de papier. Oh, c'est énorme. Et décrivant en détail l'opération de récupération était le plus parlant. Ce document mentionne le disque accidenté, les restes organiques et le tournage lui-même. Il y avait aussi un ordre secret du ministère de la Défense soviétique réclamant l'assistance de l'unité militaire 67 527. Nous avons cherché attentivement des preuves telles que les uniformes et les galons des soldats.
Ces galons sont semblables aux galons portés par les compagnies... Pourquoi il y a un bulldozer dessus? C'est la division travaux publics de l'armée de l'air soviétique? Ils portent tous des manteaux d'hiver, presque sans insigne, mais ça n'a rien d'étonnant. Oui, parce que ce sont des manteaux divers et variés. Il n'y a pas vraiment de signe d'identification sur les manteaux d'hiver. Ils font tous partie de la même unité. Les armes sont de type AK. L'arme la plus courante de l'armée russe, même encore maintenant, est la Kalachnikov. J'adore la façon dont il pose ce type, on dirait qu'il veut faire joli dans le décor. C'en est une. Oh non, en fait, il montre son arme à la caméra pour que le gars devant la télé puisse bien la voir. Oh non, c'est trop bidon à ce niveau, oh là là. Ça correspond au canon des armes que je vois dans ce film. Nous avons eu également entre les mains les notes des... Et j'adore ces types, ils montent la garde vers la soucoupe. Super intelligent les gars, vous allez monter en grade, hein, ça je vous le dis. Du film de la dissection. Ah, et on revoit notre fameuse soucoupe volante en pierre de taille. L'histoire de Vereshchagin, à la fois encore plus séduisante et embarrassante. Ou ridiculement improbable. Les Russes ont-ils réellement récupéré un vaisseau extraterrestre, voilà 30 ans? Si des membres de l'armée soviétique ont eu connaissance d'un crash d'OVNI, qu'est-il advenu de ces gens? Et pourquoi ne peut-on les retrouver aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont jamais existé, tout simplement. Au cours de notre enquête, nous avions décidé de ne négliger aucune piste, de nous attacher à la moindre information concernant l'incident appelé Opération Nain de Sverdlovsk. Sauf la piste de la vérité, mon bon ami, sauf la piste de la vérité. Que nous avons reconstruite à partir de documents du gouvernement nous a finalement conduit au laboratoire de l'ancien Institut d'État de recherche scientifique en biologie. Nous voulions des traces écrites des individus décrits dans le film de la dissection et nous avons obtenu ces documents, 3 certificats de décès datés du 24 mars 69, moins d'une semaine après la dissection. Ce serait bien de savoir s'il était vivant avant de savoir qu'ils sont morts, mais bon, bref, c'est pas grave. La cause de la mort pour tous les 3, hémorragie cérébrale. Oh non, des étudiants ont fumé des champignons. Les chances de c'est incroyable. Sont naturellement proches de 0. Oui, sauf s'il y avait une grosse bactérie à l'intérieur du corps qu'ils ont examiné, mais bon, à part ça... Mais d'après les tables de travail en pierre et le carrelage caractéristique au sol, ce sont les mêmes locaux que dans le film. Oh non, sans déconner, c'est sûrement la même époque pendant que vous y êtes. Allez, dites-le. La différence réside dans le fait que des leçons d'anatomie routinières ont remplacé certaines procédures expérimentales uniques. Les travaux secrets ont laissé la place à une entreprise éducative, administrée au grand jour. Mais nous avons quand même trouvé dans les sous-sols du bâtiment quelques reliquats de ce passé, qui rappellent le temps où les pratiques n'étaient pas ouvertes au public. Oh là là, un endroit avec des dissections, on retrouve des bébés déformés. Oh mais c'est exceptionnel, mon Dieu! Expérience ces dernières décennies à l'Institut de recherche biologique. Oh bah merde alors, ils ont retrouvé le masque. Pas encore la réponse à cette question. Beaucoup de questions concernant le film et l'opération Nain de Sverdlovsk restent bien sûr sans réponse. Toute découverte extraordinaire, comme le film présumé d'un crash d'OVNI, ou celui de scientifiques semblant examiner les restes d'une forme de vie extraterrestre... Faisant semblant d'examiner pendant qu'on y est... Il semble pourtant incroyable que tant d'éléments de l'histoire issus de sources aussi différentes concordent. Les récits des chercheurs, non, des témoins, ils n'herbusent pas. Les documents retrouvés et bien sûr... Les gens qui pipotent. Les questions suivantes se posent d'emblée. Le film est-il authentique? S'il l'est, représente-t-il vraiment une visite extraterrestre? Ou ce film faisait-il plutôt partie, comme il a été dit, d'une campagne de désinformation pendant la guerre froide? Ou alors... Oh, regardez-moi ce bordel, ils ont ruiné mon champ de salade avec leur frisbee de merde. Les petits salopios, si je les retrouvais. Encore une fois, s'il s'agit d'un véritable crash d'OVNI, qu'est-il advenu des débris et du corps de l'extraterrestre? Après tout ce que nous venons de voir, la grande question semble être:
quelle est la signification de ces découvertes extrêmement importantes? Oh là là, Roger Moore ressemble vraiment à une marionnette, hein. On y verrait presque les fils, c'est impressionnant. Et pourquoi j'ai l'impression que son corps fait la largeur de 5 fois sa tête? Oh, mais c'est n'importe quoi. De mystère et de polémique. Et de Merci d'être pipeau. resté avec nous. Roger Moore, de la Place Rouge. Au revoir, Roger Moore de la Place Rouge. Imitation russe de Roger Moore. Ah, j'aime bien ces génériques de fin dans ces trucs-là. Souvent, ils sont 3 personnes à faire tout. Regardez, là, il y a Dan Goldman, Dan Goldman et David Doyle. Et bien sûr, on va les revoir des milliers de fois, c'est logique. Et encore David Doyle. Oh, il y avait de la musique. J'avais même pas remarqué. Ah là 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 là. Bon, bref. Ah purée, que c'est flou ce générique pour pas qu'on puisse lire le truc ou quoi? Alors... Putain, mais que c'est flou. Oh, il y a la NASA qui a travaillé là-dessus. Enfin, ou qui a pas travaillé là-dessus, mais bon, ils ont mis leur nom dessus parce que hein, ça faisait bien, hein, c'est gage d'authenticité. Ah là 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 là, exceptionnelle série de documentaires. Bientôt le dernier épisode, j'ai envie de dire, libération. Tiens, il n'y a plus ce petit bruitage extrêmement agaçant cette fois, hein, c'est un plaisir. Bon, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Ah bah oui, hein, je vous avais pas menti, hein, cette vidéo était vraiment minable. Alors, qu'est-ce qu'on retiendra comme phrase d'une très haute valeur scientifique dans ce documentaire? Je retiendrai une phrase qui n'est pas fausse du tout, hein. C'est si tu regardes au ciel, c'est à ce moment-là que tu te mets à voir des ovnis. C'est vrai que si tu regardes le sol en même temps, t'auras du mal à trouver des objets volants non identifiés. Mais bon, passons. C'est vrai que ce documentaire quand même c'était vraiment le royaume de la palisse, hein. Il y avait plein de phrases assez médiocres. Bon bah alors salut à tous et puis à la prochaine pour un documentaire qui clôt cette série des dossiers ovnis. C'est que ce bordel. Palais de merde. Espèce de palais de chiottes. Oh putain. Oh mais cassez-vous saleté de balai. Oh putain, du balai. Alors bonjour et bienvenue pour un nouveau Au-delà d'Irréel. Aujourd'hui en direct d'un... Faut que j'arrête avec ce tic. Mais quand c'est pas...